Bonsoir. Samedi soir, Paris devait fêter le football. Une victoire, une finale, une ville qui descend dans la rue, des chants, des klaxons, des fumigènes, des drapeaux, des milliers de supporters qui célèbrent un moment collectif. Puis, comme souvent, la fête a aussi ses images sombres. Des affrontements, des dégradations, des tirs de mortier, des interpellations, des Vélib' incendiés, des commerces abîmés, des tensions autour du Parc des Princes, des Champs-Élysées et dans plusieurs villes de France. Alors, il faut le dire tout de suite, ces violences existent. Elles ne sont pas imaginaires, elles ne sont pas anecdotiques. Quand les commerces sont dégradés, quand des véhicules brûlent, quand des habitants subissent le chaos, il ne faut pas détourner le regard. Une violence reste une violence, une victime reste une victime, un délit reste un délit. Mais le vrai sujet commence juste après. Parce qu'à partir du moment où ces images arrivent sur les écrans, une autre mécanique se met en marche. Les plateaux s'allument, les bandeaux rouges défilent, les mêmes mots reviennent. Sauvagerie, ensauvagement, ultraviolence, jeunes incontrôlables, territoire perdu, ordre républicain défié. Et parfois, pour donner une apparence de profondeur à ce discours, certains chroniqueurs sortent une référence culturelle. La France orange mécanique. Le mot est lâché, Stanley Kubrick, 1971, ça fait sérieux. Sauf que ceux qui utilisent cette expression n'ont vraisemblablement pas vu le film, ou ne l'ont pas compris. Et ils n'ont certainement pas lu le roman d'Anthony Burgess dont il est tiré. Parce que si c'était le cas, ils sauraient une chose simple. Orange Mécanique ne dénonce pas la violence des jeunes, il dénonce toutes les formes de violence. Celle des jeunes, mais aussi celle des adultes. Celle du système pénitentiaire qui broie, celle de l'État qui conditionne, celle d'une société qui fabrique des monstres, puis fin de s'en étonner. Kubrick lui-même a retiré son film de la diffusion en Grande-Bretagne parce qu'il ne cautionnait pas la violence, précisément parce qu'il ne voulait pas qu'on la cautionne en son nom. Et Burgess, le vrai auteur, celui qu'on n'a pas lu, termine son roman sur une note d'espoir. Son personnage grandit, il évolue, il sort de la violence, pas parce qu'on l'a puni, parce qu'il a mûri. Alors quand un chroniqueur brandit Orange Mécanique pour décrire la jeunesse des banlieues, il utilise une œuvre qui dénonce exactement le discours qu'il tient. C'est un retournement complet, une malhonnêteté intellectuelle ou une ignorance. Les deux sont inquiétantes. Et soudain, on ne parle plus de faits. On ne parle plus seulement d'individus, on ne parle plus seulement de violences précises, commises par des personnes précises, dans des circonstances précises. On commence à parler d'une jeunesse, d'une origine, d'une culture, d'un quartier, d'une population, d'une menace intérieure. Et c'est là que le sujet devient beaucoup plus profond qu'une soirée de tension après un match du PSG. Parce que cette scène, la France l'a déjà jouée. Elle l'a jouée avec les Apaches au début du XXe siècle. Elle l'a jouée avec les Azous pendant l'occupation. Elle l'a jouée avec les J3 après la guerre. Elle l'a jouée avec les blousons noirs pendant les années 50 et 60. Elle l'a jouée avec les loupards, avec les sauvageons, avec les racailles. Et aujourd'hui, elle la rejoue avec les jeunes de banlieue. Le décor change, le vocabulaire change. Les chaînes d'information remplacent les unes illustrées du petit journal. Mais la grammaire reste la même. Un fait divers réel, une image choc, une scène de violence, une jeunesse populaire réduite à son débordement, puis une conclusion implicite. Regardez ce que devient la France. Prenons les Apaches. Au début du XXe siècle, les Apaches deviennent l'une des grandes figures de la peur sociale. Des jeunes des faubourgs, des bandes, des voyous parfois, des hommes violents parfois. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement la violence réelle, c'est la manière dont la société la raconte. L'Apache devient un personnage, une silhouette, un symbole. Casquette, foulard, couteau, bande, rue sombre. Puis il y a les Azous. Pendant l'occupation, en pleine France de Vichy, une partie de la jeunesse parisienne refuse le moule. Ils s'habillent de façon extravagante, cheveux longs,
quand l'heure est au crâne militaire, vêtements trop larges quand le tissu est rationné, jazz quand la musique américaine est interdite. Vichy crée un ministère de la jeunesse et les désigne comme ennemis de la Renaissance nationale. La presse publie des dizaines d'articles pour dénoncer leur décadence, leur égoïsme. Les jeunesses fascistes les traquent dans les rues avec des tondeuses. On les arrête, on les envoie aux chantiers agricoles. Leur crime? Refuser de ressembler à ce que le pouvoir voulait qu'ils soient. Puis les J3, les enfants de la guerre, de la débrouille, des familles brisées, du marché noir, de la désorganisation sociale. Puis les blousons noirs, les enfants d'une France en mutation, entre culture de masse, culture de l'autorité, frustration populaire. Puis les loupards, une France ouvrière, périurbaine, marquée par la crise industrielle, l'absence de reconnaissance. À chaque fois le même récit. Une jeunesse devient visible, elle devient bruyante, elle occupe la rue, elle adopte ses propres codes, elle parle autrement, elle s'habille autrement, elle se déplace en bande, elle transgresse. Et soudain, une partie du pays ne voit plus de jeunes. Elle voit une menace. Pas un problème social, une menace morale. Pas une génération en difficulté, une génération dangereuse. Et c'est là que commence le piège. Parce qu'au fond, le petit journal du XXe siècle fonctionne déjà comme une chaîne d'infos avant l'heure. Il ne diffuse pas en continu, il n'a pas de bandeau rouge, il n'a pas de plateau avec quatre éditorialistes qui parlent en même temps, mais il a la même grammaire. Une scène, une image, une peur, une population, un récit. Hier, le petit journal fabriquait l'Apache comme silhouette de la peur. Aujourd'hui, certaines chaînes peuvent fabriquer le jeune de banlieue comme silhouette contemporaine du désordre. Capuches, cités, rodéos, tirs de mortier, véhicules incendiés, commerce dégradé. Le support change, la grammaire reste, la même rhétorique. Et attention, il ne s'agit pas de nier les violences. Elles existent, la violence existe. Des habitants vivent parfois sous la pression de bandes, des trafiquants, de la peur. Des quartiers peuvent subir l'emprise d'économies illégales. Des familles, des quartiers populaires peuvent être les premières victimes de cette violence. Il serait absurde et indécent de la nier. Mais la question est ailleurs. Que fait-on politiquement de ces violences? Les traite-t-on comme des faits sociaux à comprendre, à prévenir et à sanctionner justement? Ou les transforme-t-on en preuve que toute une jeunesse, tout un quartier, toute une origine, toute une culture serait naturellement porteur du désordre? C'est là que commence la panique morale. Elle ne naît pas seulement du fait divers, elle naît du moment où le fait divers devient un récit total. Un jeune qui attaque devient les banlieues contre la République. Un crime devient une essence, un acte devient une identité, une transgression devient une origine. C'est précisément ce glissement qu'il faut refuser. Parce que le vrai pouvoir médiatique n'est pas seulement de montrer une violence. Le vrai pouvoir médiatique, c'est de dire ce que cette violence signifie. Est-ce un fait divers? Est-ce un symptôme social? Est-ce une faillite politique? Est-ce une menace civilisationnelle? Selon la réponse, on ne raconte pas le même pays. Et surtout, on ne prépare pas la même réponse politique. Si c'est un fait social, alors il faut comprendre les causes. Si c'est une menace civilisationnelle, alors on peut frapper. Et toute la différence est là. C'est ici que Victor Hugo devient essentiel. Pas comme une référence scolaire, comme un témoin. Claude Gueux a réellement existé. Né en 1804 dans une famille de journaliers illettrés, frères et sœurs morts en bas âge, père lui-même incarcéré à Clairvaux et mort là. Premier emprisonnement à 14 ans. Il vole pour nourrir sa femme et son enfant. Il arrive à Clairvaux. Et là, quelque chose d'inattendu apparaît. Cet homme sans éducation est intelligent, calme, respecté. Les détenus l'écoutent. Il arbitre les conflits. En prison, il rencontre Albin, un jeune homme de 20 ans qui partage sa ration avec lui quand il a faim. Entre eux naît quelque chose de rare en cet endroit, un lien humain, une relation amoureuse. Le seul espace de chaleur dans un monde conçu pour broyer.
Le gardien-chef de la selle le voit et il sépare les deux hommes. Pas pour une raison réglementaire, pour réprouver cette relation, pour punir ce qui ressemblait à de la tendresse. Claude supplie, demande, redemande. La réponse de Delacelle tient en un mot. Parce que. C'est tout. Le pouvoir qui n'a même pas besoin de se justifier. Claude prévient qu'il tuera si on ne lui rend pas Albin. Personne ne l'écoute. Il tue Delacelle. Il est guillotiné le 1er juin 1832. Sur l'échafaud, il donne sa dernière pièce de 5 francs pour les pauvres. Ce sont ses dernières paroles. Hugo ne raconte pas cette histoire pour l'absoudre. Il la raconte pour forcer une seule question. Qu'a fait la société avant que le crime advienne ? Voilà la question que notre époque refuse de poser, parce qu'elle oblige à regarder ce qu'on a construit avant de condamner ce qu'on a produit. Pensez à un gamin qui grandit dans une cité de Seine-Saint-Denis, par exemple. École sous-dotée, professeurs qui partent, père absent ou épuisé, mère seule qui fait 3 jobs, rue comme seul espace de socialisation, économie souterraine comme seul modèle de réussite visible, discrimination à l'embauche dès que le nom ou l'adresse apparaît sur un CV. Ce gamin-là n'est pas Claude Gueux. Les époques sont différentes, les contextes sont différents. Mais la question de Victor Hugo reste exactement la même. Qu'a fait la société avant que le crime advienne ? Voilà la question que notre époque refuse de poser, parce qu'elle oblige à regarder ce qu'on a construit avant de condamner ce qu'on a produit. Parce que si l'on regarde l'histoire française, on comprend une chose très simple. Avant qu'on parle des jeunes de l'immigration, des jeunes issus de l'immigration, la France avait déjà des peurs. Elle avait déjà peur de ses propres jeunes pauvres. Elle avait peur des faubourgs, des ouvriers, des vagabonds. Ces jeunes-là n'étaient pas les enfants d'une immigration postcoloniale. Ils n'étaient pas issus de l'immigration. Ils n'étaient pas musulmans. Ils étaient souvent blancs, français, pauvres, ouvriers, urbains ou périurbains. Et pourtant, on les décrivait déjà avec les mêmes mots. Sauvagerie, décadence, perte d'autorité, menace pour la civilisation. Donc la vraie question est là. Si la France a déjà tenu les mêmes discours sur des jeunes pauvres qui n'étaient pas issus de l'immigration, alors pourquoi faudrait-il croire qu'aujourd'hui, le problème viendrait d'une origine, d'une culture, d'un sang ou d'une religion ? L'immigration n'a pas créé la panique morale. Elle lui a simplement offert un nouveau visage. La répression peut arrêter un individu. Elle peut empêcher un passage à l'acte. Elle peut être nécessaire. Mais la répression seule ne construit rien. Elle ne construit ni école solide, ni travail digne, ni logement décent, ni mobilité sociale, ni confiance dans les institutions, ni horizon collectif. La répression seule donne surtout à l'État l'apparence de l'action. Elle produit des images. Arrestations, uniformes, peines, chiffres, déclarations martiales, des diagrammes. Elle rassure ceux qui veulent voir l'État frapper, mais s'il ne touche pas aux causes, une génération en remplacera une autre. Les visages changeront, les mots changeront, les chaînes d'information changeront, mais la mécanique restera la même. Et c'est peut-être cela que l'ordre moral supporte le moins. Non pas que les jeunes transgressent, il sait très bien les punir, mais qu'on lui rappelle que cette transgression n'est pas tombée du ciel, qu'elle n'est pas inscrite dans une origine, qu'elle n'est pas contenue dans un sang, une couleur, un nom ou une religion, qu'elle est souvent produite par une société qui concentre la pauvreté, organise l'humiliation, ferme les portes, puis s'indigne que certains finissent par les dénoncer.
Et quand elle refuse de regarder les causes, elle finit toujours par inventer un monstre. Pas par erreur, par nécessité. Un croque-mitaine pour les braves gens, une silhouette suffisamment menaçante pour que le bon peuple reste rassuré d'avoir un État qui veille. Suffisamment flou pour qu'on puisse y mettre n'importe qui et n'importe quoi. Hier, ce croque-mitaine s'appelait l'Apache, puis le Zazou, puis le J3, puis le Blouson Noir, puis le Loubard, puis le Sauvageon, puis la Racaille. Alors, la violence est réelle. Le monstre qu'on en fabrique, lui, est politique. Demain, il aura un autre nom. Parce que tant qu'une société répond seulement par la peur, la morale et la punition, elle ne règle rien. Elle change seulement le nom du croque-mitaine. Le PSG champion, 2 fois de suite, des milliers de Parisiens dans la rue, une joie réelle, un moment collectif rare. Et dans ce moment, comme souvent, quelques images sombres. Demain, les Platons chercheront un nouveau nom, un nouveau visage menaçant, un nouveau croque-mitaine à agiter devant les braves gens. Parce que tant qu'on change le nom du monstre, on n'est pas obligé de prononcer son vrai nom. Celui qui forcerait à la solidarité, celui qui obligerait à regarder en face ce qu'on a construit. Ce nom-là, on le connaît. On refuse juste de le dire. Il s'appelle la pauvreté. Comprendre le monde, éclairer les choix.